Bonjour à tous, TVLOPS numéro 19, c'est parti. Un TVLOPS avec les coureurs au centre du débat, mais surtout la sécurité. La sécurité qui est bien sûr est encore plus d'actualité et pour des raisons dramatiques. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un accident sur Gand-Wevelgem, un week-end assez funeste avec le décès de 2 coureurs et on a voulu prendre déjà un peu de temps pour réfléchir, pour écouter, pour être à l'écoute aussi des commentaires des uns et des autres, de façon à nous donner aussi le temps de pouvoir raisonner, à donner le temps à nos intervenants d'analyser la situation. On a pu lire notamment certains propos, ceux de Samuel Dumoulin. Je vous recommande la lecture de son site internet, samueldumoulin.fr. Et justement, Sam, bonjour, bonsoir. Tu as publié aujourd'hui une chronique dans laquelle tu interviens justement concernant la sécurité des coureurs. On y reviendra. Merci d'être en notre compagnie en tout cas. Marc Meilleur et Motard. Marc Meilleur a l'habitude de piloter nos confrères de l'équipe et vous avez peut-être lu également sa réaction. C'était dans le quotidien L'équipe lundi, me semble. Marc, bonjour. Bonjour. C'est une grande première. Tu es avec nous sur TVLOPS et tu vas nous apporter l'éclairage des motards sur justement ce fait d'actualité qui interpelle tout le monde du vélo. Pierre Careil est avec moi, évidemment, pour vous poser des questions, pour vous interroger. Pierre Careil de Direct Vélo, qui a l'habitude, évidemment, d'être présent à l'occasion des différents numéros de TVLOPS. Voilà donc en ce qui concerne justement ce sujet, je le disais, qui fait suite à une actualité assez dramatique. D'abord, sur le plan personnel, Samuel Dumoulin, est-ce que dans ces moments, alors que cet accident fait suite à un certain nombre d'autres incidents qui n'ont pas eu l'issue dramatique, je parle des accidents en course et non pas hors course, est-ce que à certains moments, ça te fait prendre conscience ou reprendre conscience que tu fais un sport extrêmement dangereux? Non, parce que le danger, il est permanent, on le vit à chaque course. À chaque course, il y a des situations tendues, dangereuses et là, malheureusement pour Antoine Demoitié, il a trouvé la mort, mais il y a quand même beaucoup d'accidents graves qui se sont produits ces derniers temps et puis ces dernières années. Et, bon, c'est sûr que c'est encore plus difficile à accepter et à vivre des situations comme ça, mais on sait que ce sport est dangereux et le problème c'est qu'il devient de plus en plus dangereux et c'est ça qui nous fait peur à nous coureurs cyclistes professionnels et on sait aussi pour les usagers de la bicyclette quotidien. Est-ce que justement, puisque nous avons Marc Meilleur en notre compagnie, donc je le disais pilote, mais également ancien coureur, est-ce que Marc, tu as le sentiment, toi qui es quand même pilote moto depuis de nombreuses années, que les courses, comme vient de le dire Sam Dumoulin, sont plus dangereuses? Est-ce qu'elles te paraissent aujourd'hui plus dangereuses qu'il y a quelques années? Moi, j'ai commencé en 2000. Vous m'entendez bien? Très bien. Ouais, ok. Oui, donc je disais que j'ai commencé en 2000 comme motard et c'est vrai que on assistait quand même à un peu moins d'accidents. Depuis la classique Saint-Sébastien 2015, ça se répète et de plus en plus fréquemment. Alors évidemment pour diverses raisons, on pourra en parler. Là, c'est vraiment, je pense qu'on a atteint quand même très malheureusement le bout du bout. Il va falloir que tout le monde s'interroge, tout le monde se réunisse, parce qu'il va falloir vraiment réfléchir et puis réfléchir à ce qu'on peut faire. Alors évidemment, moi en tant que motard et à l'intérieur du peloton, j'ai une vue, j'ai un coup d'œil, j'ai des propositions aussi à faire. Mais est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu penses, Marc, qu'il y a une recrudescence d'accidents impliquant des motos? Alors, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Il y a la pression que les coureurs
peuvent peut-être avoir parce qu'ils ont des enjeux de plus en plus importants. Il y a les infrastructures routières qui sont de plus en plus problématiques, mais elles sont problématiques pour les coureurs, comme elles sont problématiques pour les motards en général sur la voie, comme les automobilistes d'ailleurs, hein, les gendarmes assis, les dos d'âne, tout ça, ça se multiplie. Donc, et puis ça n'a pas l'air de vouloir régresser. Et puis après, il y a les éléments, j'allais dire, variables comme nous, comme ceux qui travaillons, les pilotes moto, photo, les pilotes commissaires, les voitures. Voilà, il y a plusieurs métiers, plusieurs choses qui font que effectivement, on peut se poser des questions et puis un peu voir ce qu'on peut mettre en place pour limiter au maximum les risques. Mais les risques, il y en aura toujours. Maintenant, il faut essayer de les limiter. Alors Sam, pardon Pierre, Sam, qu'est-ce qui ne va pas déjà d'entrée? Qu'est-ce qui pour toi te paraît complètement aberrant dans ce système? Est-ce qu'il faut d'ailleurs prendre des décisions radicales, ou est-ce que justement emporté par la passion, la peine, la colère, on n'a pas réagi un petit peu trop vivement? Je rappelle que dans l'équipe ce matin, vous avez peut-être pu le lire, Brian Coxon, le président de l'Union cycliste internationale, a d'ores et déjà annoncé des mesures pour la mi-saison, en disant on ne peut pas réagir non plus immédiatement, il faut quand même prendre le temps d'analyser, de réfléchir, mais il y a une volonté de la part de l'UCI de mettre en place des nouvelles mesures avant le départ du prochain Tour de France. Est-ce que toi, il y a des choses, je dirais, évidentes qui s'imposent, que tu pourrais souhaiter, réclamer dans justement le fonctionnement des courses et du trafic qu'il y a au sein des courses cyclistes? Ouais, enfin, déjà, faut remettre dans le contexte par rapport aux décisions qui peuvent être prises sur les motos, les voitures invitées. C'est sûr qu'il y a des règles, surtout faire un bilan vraiment du nombre de personnes qui suivent, avec quel véhicule. Ça, Marc, je pense qu'il pourra bien en parler. Quel type de moto, et voilà, instaurer des règles. Mais après aussi, le gros problème, c'est que nous, les coureurs cyclistes, on évolue sur la route, et une course automobile, ça évolue sur un circuit. Des gars qui jouent au foot, ils sont dans un stade, et on pratique la course cycliste sur la voie urbaine, et c'est pas du tout adapté pour ça, d'autant plus que dès qu'on entre dans les zones urbanisées, on est confronté à des dodanes, à des rétrécissements, à du mobilier urbain, il y a des poteaux pour protéger les piétons. Enfin, c'est vraiment pas fait pour qu'il y ait une cohabitation déjà au quotidien sans course entre des voitures et des vélos. Et voilà, quand on met un peloton de 150 à 200 coureurs surentraînés, énervés et prêts à tout pour gagner, il y a forcément il y a un problème qui se passe, il y a de la tension. Et je pense qu'il y a un phénomène aussi que par rapport au niveau général du peloton, à la densité des capacités physiques, à l'entraînement, qui fait que avant, même moi quand j'ai commencé il y a 15 ans, une course, voilà, il y avait des attaques, mais le peloton il était moins groupé, il y avait des cassures, des groupes qui se faisaient, et puis après chacun trouvait un peu sa place en fonction des différents niveaux physiques qu'ils pouvaient avoir, et c'était on était moins avec un peloton aussi renfermé, et voilà, on roule à 60 à l'heure les uns à côté des autres, et c'est ça aussi qui fait qu'on a aucune possibilité de pouvoir anticiper, de pouvoir freiner. Et voilà, les infrastructures routières, elles se sont dégradées pour la pratique de la course cycliste. Et ça, ajouté, il y a beaucoup d'autres paramètres qu'on peut citer. Il y a les oreillettes, il y a les capteurs de puissance qui attirent l'attention. Après, il y a le public qui est très proche. Il y a les termes, après les motos, les voitures, ça fait donc ça fait vraiment Attends, on a un problème de son. Attends, on a un petit problème de son, j'ai l'impression, Sam. Ouais. Ah, ça y est, c'est redevenu normal. Excuse-moi. Vas-y, je te Tu laisse parlais la des parole. oreillettes. J'ai parlé trop longtemps. Ouais.
Non, c'est pas ça, non. mais tu parlais des Oui. oreillettes et je voudrais savoir jusqu'à quel point ça te pompe de la tension et ça peut te pousser à l'erreur, à la faute. Quand on n'est pas coureur, on peut pas comprendre ce point-là. Ouais, les oreillettes, il y a 2 points. Déjà, ça influe sur la stratégie de course, ça enlève un peu la spontanéité aux coureurs, et puis ça peut aussi rendre les courses trop stéréotypées. Mais rien que le fait qu'on parle dans l'oreille, ça attire ton attention, quoi, et t'es moins attentif à ce qui se passe devant, à l'environnement extérieur. Et ça, additionné aussi au capteur de puissance, parce que voilà, maintenant on a l'habitude de travailler avec cet outil à l'entraînement, donc on s'en sert aussi en course. Donc on n'est pas focalisé ni sur l'oreillette ni sur le capteur de puissance, mais ça fait énormément d'informations à traiter pour le cerveau humain, et ça laisse moins de place pour vraiment se concentrer sur son intégrité physique. Donc on la supprime l'oreillette pour plus de sécurité, ou est-ce qu'on trouve par exemple une oreillette neutre avec dedans tout le monde, tous les coureurs seraient reliés à la même source d'information pour dire par exemple attention unidirectionnel, attention rétrécissement. Ça, c'est la Bah, c'est vrai que là, proposition. C'est la proposition, d'ailleurs, l'une des propositions faites par le président de la Ligue, Marc Madio, qui a dit il faut peut-être essayer ce type d'oreillette. bah ouais, parce que là, en fait, en ce moment, ce qui se passe en course, c'est qu'on a les stratégies, les consignes de notre directeur sportif, et qui, lui, relaye les informations de Radio Course, justement sur la sécurité. Donc, s'il y a une descente dangereuse, s'il y a un véhicule à contresens ou je ne sais quoi. Donc, en fait, on a un peu 2 types de conversations à l'oreillette. C'est la partie stratégie sportive et la partie sécurité. Et nous aussi, c'est un peu déstabilisant parce que c'est pas 2 voies différentes, mais c'est 2 types d'informations différentes aussi à analyser. Parce qu'en gros, ton directeur sportif te dit toujours remonte, 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 je veux vous voir dans les 20 premiers. Et puis, si tu fais gaffe à ce que te donnent les infos de sécurité, c'est plutôt au contraire être très vigilant, quoi. Non, j'irai pas jusque là. C'est pas aussi marqué. Le directeur sportif, il insiste peut-être pas autant que ça sur le placement, à part à des moments assez spécifiques. Après, des fois, il y a des situations qui sont données par rapport à la sécurité à Radio Course qui sont pas non plus trop affolantes. Ça s'anticipe. Si t'es en file indienne, voilà, tu sais que ça va se passer, parce que si personne ralentit, c'est que il n'y a pas de danger vraiment trop important. Mais voilà, c'est des choses qui, au bout de 3, 4, 5 heures, avec la fatigue, ça peut aussi bah, influencer sur notre comportement. Je reviens quand même à Marc Meyer et à son expérience de motard. Marc, tu disais que tu étais pilote moto sur les courses pro depuis une quinzaine d'années, c'est bien ça, hein, depuis 2000. Est-ce que tu as l'impression, bon, on a bien compris que les dangers sur la route avaient changé, ou ils s'étaient peut-être même accrus à cause de l'environnement urbain, le mobilier urbain qui a été installé, rappelons-le, pour plus de sécurité, mais de la sécurité, là on pense plutôt aux automobilistes, peut-être même aussi aux motards sur une route ouverte, mais pas pour une course cycliste. Est-ce que le comportement des coureurs a changé au fil des années vis-à-vis justement de cet environnement qu'il y a autour d'eux, puisqu'il faut rappeler que sur une course cycliste, une grande course cycliste, il y a quand même une cinquantaine de motos, voire davantage. Oui, oui, mais enfin, le nombre de motos, c'est pas synonyme de plus d'accidents, parce que sur le Tour de France, je crois que c'est l'épreuve où il y a le plus de motos et où il y a le plus de véhicules, et c'est pas là où il y a le plus d'accidents. Alors, il faut aussi s'interroger sur cette question. Pourquoi Ouais, mais il y a des bons régulateurs, hein. Après, Ben ça voilà, joue beaucoup, je ben pense. voilà, t'as mis dans le mille. Le rôle du régulateur. Quel est le rôle Alors d'abord Marc, et après Samuel sur le régulateur. Expliquez-nous un petit peu en quoi le rôle du régulateur est prépondérant. Marc. Le régulateur, c'est le régulateur professionnel, hein, j'entends. Le régulateur professionnel, c'est une personne qui est sur la moto, et on peut prendre le cas des régulateurs ASO, qui connaît le parcours parce qu'il l'a reconnu. Il connaît les dangers, il connaît les endroits où c'est pratiquement impossible de doubler,
Et nous, au départ des courses, par exemple, sur les courses ASO, moi, je vais le Tour de France, les étapes, je vais voir le régulateur au départ et je lui demande, voilà, où est-ce que c'est dangereux, comment on peut faire et où est-ce qu'on passe pas, et voilà. Donc à partir de là, moi, j'ai déjà fait ma petite cuisine. Et même si sur le tour, je double qu'une fois parce que je fais les 100 premiers kilomètres derrière et après, je fais le final devant. Mais pour faire le final, c'est pareil. Pour aller faire une photo, j'ai plus besoin de doubler, mais j'ai besoin de savoir où je vais mettre mes deux roues pour pas embêter, pour pas gêner les coureurs, quoi, au maximum. Donc le régulateur, lui, il connaît tout. Alors évidemment, il va nous simplifier la tâche. Voilà, essentiellement. Sur les courses, on a aussi la pression et des fois, on n'a pas toujours non plus la tête. Il est là pour nous rappeler les choses. Il y a un régulateur devant et un régulateur derrière. Il faut rappeler, Marc, que le régulateur ne dépend pas de l'UCI. Le régulateur, il dépend de l'organisateur. On est bien d'accord. Donc, là aussi, il faut faire le distinguo entre un régulateur professionnel, et tu l'as fait. Donc, dans des courses, dans des grandes épreuves, les grands tours notamment. Et puis, il faut aussi rappeler que la grande majorité des épreuves, et je vois que beaucoup d'internautes qui sont à l'écoute de ce TVLOPS nous interpellent aussi sur les épreuves amateurs. Les épreuves amateurs, comme les épreuves, un certain nombre d'épreuves professionnelles, sont avant tout organisées par des associatifs, par des bénévoles, et que dans ce cas, le régulateur, lui aussi, évidemment, est un bénévole. Est-ce que ça pose un problème, Samuel ? Bah oui, forcément. Hein, quand on a un titre de professionnel, c'est que on a une formation et une expérience plus importante, et surtout dans le cas de la sécurité, c'est quelque chose qui s'improvise pas, et tout comme le régulateur, on voit par exemple que là on va participer au circuit de la Sarthe. Je sais que le circuit de la Sarthe, tout le monde est très content de pouvoir y participer, mais voilà, il y a un budget qui fait qu'ils peuvent pas avoir 25 motards de la garde républicaine pour nous encadrer. Il y a des motards qui sont là pour nous assurer la sécurité, mais qui ont déjà, de par leur statut, pas le même impact pour pouvoir gérer les véhicules et le flot de véhicules qui arrivent en contresens ou qui peuvent déboucher. Et voilà, on peut se retrouver avec des problèmes. Et justement, j'ai déjà discuté avec des personnes de la garde républicaine qui disaient que c'était assez difficile comme ça en quelques minutes, quelques heures, de pouvoir donner les bonnes consignes pour pouvoir se faire respecter. Et je pense qu'après, pour le régulateur, c'est pareil. Pour le pilote de moto, c'est pareil, et ainsi de suite. Bon, alors, le souci, c'est une question de formation, mais est-ce qu'on ne peut pas former aussi des amateurs dans le football? Un arbitre en foot peut être un amateur, mais néanmoins se voir dispenser une formation qui fait de lui quelqu'un de très compétent. Tu en as le comité Midi-Pyrénées FFC dans ma région pratique, dispense des formations pilote moto. Ils essayent, il y a quand même une commission de sécurité à la Fédé. Juste à noter, il y a une commission de sécurité à la Fédé, il n'y en a pas à l'UCI. Brian Coxon a dit que ça serait la commission route qui allait plancher et élaborer des solutions. Je ne sais pas ce que tu as pensé, toi, de Sam, des annonces ou des non-annonces de Brian Coxon hier qui étaient assez attendues. Et... Il a fait du Brian Coxon. En gros, tu veux dire qu'il a parlé, mais qu'il y a derrière, c'est un petit peu creux. Ouais, bah c'est un peu souvent le cas, alors que là, c'est quand même au-delà d'une réforme du cyclisme, c'est la sécurité du peloton qui est en jeu, et là, faut pas faire du politique, quoi. Il faut vraiment agir et se mettre autour d'une table et trouver expressément des solutions. Parce que c'est en plus une situation qu'on a laissé pourrir depuis quelques temps, et qui s'est ces dernières années et notamment depuis l'année dernière fortement dégradée. Alors, il y a eu une consultation qui a été faite auprès des principaux acteurs du vélo. C'était quand? Une consultation très large. Et ce qui revenait tout le temps chez les coureurs, c'était justement cet aspect de la sécurité. C'était quoi, il y a 3 ans? À peu près une grande consultation très large. C'était juste avant les élections. Et est-ce que finalement, il n'en est strictement rien ressorti de cette grande consultation?
Pour la consultation, c'était surtout pour la réorganisation des équipes, la réorganisation au niveau des sportifs, au niveau médical, le nombre de courses, quelle visibilité il fallait avoir, mais pour quel cahier des charges on pouvait demander à une course par rapport à sa retransmission de télé, par rapport à son hébergement, aux différents transferts qu'il pouvait y avoir, mais sur la sécurité, c'est pas un thème qui était forcément au centre des débats. Il y a une question que nous pose Sébastien Piquet, qui est Radio Tour sur le Tour, et qui dit c'est aussi la position d'ASO en général. Hein. Est-ce qu'il ne faut pas réduire les pelotons sur les courses pro? Le Tour est assez favorable à passer de 9 à 8 coureurs par équipe, par exemple. Qu'est-ce que tu en penses, Sam? Ouais, bah après, faut pas prendre une équipe de plus, quoi, déjà. Mais je sais pas si le fait d'avoir 175 coureurs enfin 170 au lieu de 198, ça changerait vraiment les choses. Quand t'es dans un final, que ça roule à bloc, tout le monde veut être devant, les stratégies elles sont identiques. Je sais pas si ça peut vraiment apporter des solutions. C'est un sujet qui est quand même compliqué à à trouver des solutions parce que voilà, c'est surtout sur la route, il y a beaucoup d'éléments extérieurs qui sont pas maîtrisables et Mais il faut bien qu'on commence par quelque chose. ouais, Si non tu mais te mets autour de la table, tu vois, il y a plein de questions. Oreillette, alors, qu'est-ce qu'on fait? On l'enlève, on la garde, on met un compromis. Qu'est-ce qu'on fait avec la taille du peloton? On met une limite. La taille des équipes, on met une limite, tu vois. Mhm. Euh, ouais, bah l'oreillette, moi je pense que ça serait bien de trouver un compromis parce qu'une fois, je me souviens lorsque ça avait voulu être supprimé autour de 2009, j'étais échappé, le peloton avait fait à moitié grève parce que justement les directeurs sportifs ils invoquaient la sécurité, donc pourquoi pas, ça serait un bon compromis de tester simplement avec un canal course sécurité et à la rigueur où ça peut être indiqué qu'il y a le directeur sportif qui nous attend à l'arrière du peloton, pourquoi pas, pour laisser quand même une petite place de stratégie sportive. Après voilà, je pense que Marc j'ai lu un article, il disait que la moto il y avait certaines motos en course qui n'étaient pas adaptées, donc donner un type de moto ou un poids maximal par exemple. Pareil pour les véhicules suiveurs, après instaurer une formation et une expérience plus stricte pour les pilotes. C'est ce que souligne également Émilie Drouet qui nous dit, mais beaucoup se prononcent pour que les anciens cyclistes, comme Marc Meyer, soient recrutés comme motards. D'abord, est-ce que c'est envisageable ou est-ce qu'il y a trop de besoins pour finalement tous les anciens cyclistes ne sont pas des motards non plus? C'est quand même une formation. Est-ce que Marc, est-ce que justement vous êtes tous d'anciens cyclistes sur les motos ou dans les véhicules quelle est la proportion entre ceux que l'on peut considérer comme des anciens cyclistes et ceux qui n'ont pas vraiment une expérience du peloton? Non, mais là vous mettez encore le doigt sur une problématique. En principe, une majorité des motards, et je pense des pilotes, mais moi je vais parler des motards, qui sont sur les courses, sont des bons pilotes. Sauf que sont des bons pilotes. Je me faisais la réflexion l'autre fois sur le périphérique à Paris où je voyais un mototaxi qui passait entre les fils. Entre ces deux rétros, il y avait 1 centimètre, même pas. Et le mec, il était à 70. Et je dis, prof, celui-là, c'est un super pilote. Sauf que dans le peloton, il devient nul. Pourquoi ? Parce qu'il ne connaît pas les mœurs du peloton, il ne sait pas ce que c'est qu'une course cycliste. Donc tout ça, voilà, il faut faire le distinguo. Il y a une catégorie de bons motards. Je pense que tout le monde est bon motard, sauf qu'il y a d'une part des motards qui ne font pas assez de courses de vélo parce qu'ils travaillent pour des agences différentes et qui ne vont pas sur toutes les courses. Il faut savoir que voilà, ça s'appelle l'expérience. Il faut savoir que dans l'expérience, en Italie, je le disais, ou en Espagne ou au Portugal, on ne roule pas comme en France. Voilà, c'est encore autre chose.
Et puis, bon, Samuel a mis le doigt dessus. Il faut y revenir. Je pense que, quand je disais tout à l'heure qu'en 2000, il y avait moins d'accidents, je ne sais pas si en 2000, il y avait les oreillettes. Alors, on va pas se faire des copains, hein, mais moi, je pense qu'il l'a dit tout à l'heure. Vous savez, moi, j'ai fait des modules. Je suis aussi entraîneur et j'ai fait des modules en physiologie du sport. Et effectivement, le cerveau, il ne peut pas traiter 50 000 informations en même temps. Moi, quand je double peloton, quelle que soit l'allure, que ce soit à 30 à l'heure ou à 60 à l'heure, je demande à mon photographe de ne pas me parler. Voilà. Pourquoi ? Parce que ça me perturbe, parce que ça parasite mon environnement. Et l'environnement, c'est les coureurs à droite, si je double à gauche, et le bas-côté. Et donc voilà, donc je peux traiter qu'une information. Je regarde devant, j'écoute, j'ai les oreilles grandes ouvertes. Le bon Dieu me met des yeux, des oreilles, et je m'en sers pour doubler. Mais voilà, c'est à l'intérieur de moi. On ne peut pas faire 50 choses. Alors j'imagine bien que quand ça roule vite, c'est parce que les coureurs savent très bien à certains moments que c'est un point stratégique et qu'il ne faut pas laisser sa place. Alors là-dessus arrivent les problèmes qu'on va dire, je vais dire les invariables. Voilà, on va classer les obstacles, les invariables. Les invariables, c'est les dos d'âne. Et c'est là-dessus que des fois qu'on peut peut-être les grosses motos. Il y a des choses comme ça où on peut agir. Les grosses motos, justement, tu en parles, les grosses motos. Tu dis qu'il y a un poids maximum et des types de motos qu'il ne faut pas amener sur une course cycliste. Non, on peut. Non. J'ai pas eu le temps d'exprimer complètement ma pensée. Il y a des grosses motos. Il y a des motos à risque, plus à risque. La mienne, motophotographe, elle est plus à risque. Pourquoi ? Parce qu'elle double peloton. Voilà. Donc ces motos-là, et c'est pour ça qu'à un moment donné, je pense qu'à l'UCI ou dans les commissions, ils devraient quand même nous demander de venir et puis de s'expliquer un peu sur nos différents métiers parce qu'ils sont loin de tout ça. Quand je lis les déclarations de Coxon ou du président de la Fédé belge, tu veux dire que quand il dit par exemple qu'il y a trop de véhicules en course, c'est pas le vrai problème? Non, c'est pas le problème du tout. Ils sont jamais sur les courses, ils sont jamais dans le peloton, mais c'est une catastrophe de dire ça. C'est une vraie catastrophe de dire ça. C'est une catastrophe pour les coureurs. D'ailleurs, moins tu as de motos, et plus les motos doublent le peloton pour aller, par exemple, bloquer des carrefours, double sans arrêt. Mais évidemment, puis des motos, il en faut, puis des bénévoles, il en faut aussi. Je veux dire, mais on a chacun un métier. Moi, je suis motard photographe depuis 15 ans, mais je suis pas capable de faire moto info. Je suis pas capable aujourd'hui. Demain, si on me met à l'info ou si on me met à la télé, je vais faire des boulettes. À un moment donné, il y a une vraie formation. On n'arrive pas comme ça du jour au lendemain, la fleur au fusil, au milieu de professionnels qui tous les jours se remettent en question. Tous les jours, les gars, c'est quand même leur carrière là. Donc, il faut quand même faire attention. On est le seul sport où on vient jouer avec eux. Donc, à un moment donné, on demande du professionnalisme, mais tout le monde ne peut pas être professionnel. Donc, à un moment donné, il faut. Les gens, c'est bien souvent par ignorance, peut-être plus par ignorance, parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas qu'à ce moment-là, il faut une boulette. Je l'ai vu d'ailleurs. Sam, est-ce que pour toi, dans les différents métiers dont parle Marc Meyer, au sein du peloton, essentiellement sur des motos, effectivement, on ne parle pas trop des véhicules, mais des véhicules à 4 roues, mais des motos, est-ce qu'il y en a qui sont, que tu trouves plus exposés ou plus dangereux, tout simplement? Je sais pas moi, est-ce que la télévision, par exemple, les motos télévision sont plus dangereuses que les motos photographes ou que les régulateurs ou que sais-je? Les commissaires? Est-ce qu'ils prennent plus de risques? Est-ce que pour faire une bonne image, on prend plus de risques? Ou on fait prendre plus de risques aux coureurs que pour, je sais pas, aller garder un carrefour quand on appartient à la garde républicaine? Par exemple, pour la télévision, ça va dépendre également du professionnalisme du pilote de télévision. Hein. Sur le Tour de France, je pense qu'une moto caméra avec le nombre d'heures qu'elle filme, elle a quand même très rarement gêné la progression d'un coureur. Surtout toujours les mêmes, hein, je pense. Finalement, comment ? Ce sont très souvent les motos de télévision, ce sont toujours les mêmes, que ce soit sur le Dauphiné. Ouais, mais en Espagne ou en Italie, c'est pas forcément les mêmes. En France, ça se passe quand même relativement bien parce que voilà, c'est des pilotes très aguerris. Et moi, franchement, je pense que là, on discute. Et il y a quelque chose qu'on peut pas y faire grand-chose, c'est l'expérience. Parce que voilà, Marc, il le disait, c'est de l'expérience. Il a été coureur, il sait quand il peut doubler, il va anticiper
les mouvements susceptibles du peloton ou d'un coureur. Et il y a un savoir-faire de rouler en peloton comme ça de près, parce que moi j'ai 2 exemples. Vous prenez Strava, vous avez des gars, ils vont faire des temps de folie, ils ont des capacités physiques de folie, mais vous les mettez dans un peloton, ils sont incapables de suivre parce qu'ils savent pas frotter, ils savent pas se placer, ils comprennent pas comment ça fonctionne, à quel moment faut faire l'effort, où se positionner par rapport au vent, puis qui ont peur du contact. Et après, moi je vois même des coureurs professionnels qui sont en très bonne forme et qu'on sélectionne pour la première fois au Tour de France. Et ben le coureur, il n'arrive pas à s'exprimer parce que il est dépassé par le contexte, par tous les éléments qu'on a pu évoquer depuis tout à l'heure, c'est à savoir le bruit, à savoir l'enjeu, à savoir la tension qui augmente. C'est comme quand vous regardez un grand événement sportif, ben le niveau il est rehaussé, tout le monde donne son maximum, tout le monde est à fond de ses capacités, et là tout devient plus compliqué, tout devient plus rapide. Et ça, c'est en appréhendant ce genre de situation, en les vivant, qu'on peut ensuite être le plus efficace. Moi, je sais que j'ai mis 6 ou 7 participations au Tour de France pour pouvoir pleinement m'exprimer et pas subir, parce que c'était un événement qui est tellement énorme avec ses difficultés et ses contraintes que ça demande tout simplement du vécu. Et le poids des motos, alors, excusez-moi, j'y reviens, mais c'est vrai que tu y as fait allusion, Marc, dans les colonnes du journal L'Équipe. Tu disais qu'il y avait des motos, semble-t-il, plus adaptées que d'autres, et tu parlais même des sacoches. Est-ce que tu pourrais nous expliquer finalement quel est l'équipement idéal du motard en course? En ce qui concerne les motos photos, étant donné que j'en ai parlé tout à l'heure, on double le peloton et on vient plus ou moins proche du coureur, c'est sûr qu'il faut coller au maximum à la spécialité, donc la course sur route. Donc une moto plus légère, c'est une moto en principe plus maniable. Alors les sacoches en cuir, moi j'ai rien inventé, hein. Je suis arrivé en 2000, l'ancien m'a dit que j'avais des sacoches, j'avais acheté une moto comme ça, des sacoches normales. Il m'a dit non, sacoche en cuir. Alors pourquoi? D'une part, parce que quand les voitures te touchent, les voitures de directeur sportif, tu vas pas partir dans le décor. La sacoche, elle s'écrase. C'est pareil quand on passe, alors évidemment, c'est pas le but, hein, quand on passe près des coureurs, imaginons qu'il y ait une vague dans le peloton, si le coureur vient s'appuyer sur la moto, il va pas rebondir, il va écraser la sacoche en cuir. Voilà, ça c'est un petit point. Après, Pas anecdotique, hein, ce point-là, hein. non, oui. Parce que toi, tu as déjà rebondi, Sam, tu as eu des contacts féroces avec des motos? Non, mais bon, si tu mets des sacoches en dur, Marc, ça fait combien facilement 50 cm de plus pour la moto? Ouais, ça dépend des deux côtés. Ouais, après ça dépend des types de motos, ça dépend voilà, en cas. Non, mais rien que les sacoches en elles-mêmes. Ouais, après, je crois quand même qu'à l'UCI, il y a eu un gabarit de fait, mais il y a un gabarit, mais alors c'est pareil, je ne l'ai jamais vu vérifier. Départ des courses, le gabarit des motos. Oui, d'ailleurs que toi qui fais autant de courses, tu me dises, je crois qu'il y a un gabarit, ça veut dire que effectivement, ça fait partie de ces innombrables codes du règlement général qui ne sont pas forcément très surveillés. C'est ça, il y a les règles, je crois qu'il y a déjà pas mal de règles et de réglementations à l'UCI concernant aussi les voitures. On va prendre certaines courses là, qui viennent de se dérouler où on voit des 4x4. Oui, t'as pas le droit. Non, on vient déjà, je regardais les 3 jours de la panne là. C'est incroyable, le panneau publicitaire qui est au-dessus du véhicule. C'est un truc de malade, quoi. Quand tu es derrière, quand tu es coureur ou quand ça cache complètement la visibilité. Il ne faut pas oublier qu'un coureur ou un motard ou un pilote, voiture, le plus important, c'est le maître mot, c'est l'anticipation pour pouvoir justement, parce qu'on est on est constamment confronté à des risques. Alors comment on les réduit? On les réduit, voilà. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à la moto? Qu'est-ce qu'on fait par rapport à la voiture? Il faut anticiper pour pouvoir avoir une action précise par rapport à ce qui se passe dans le peloton.
Alors, le poids de la moto, oui, évidemment, une grosse moto avec un commissaire derrière, plus une grosse moto, ça va faire 300 kilos, plus le commissaire, allez, 70 à 80 kilos, plus le motard, je parle des jeunes là, 60 à 80 kilos, ça fait plus de 400 kilos, hein, ça fait plus de 400 kilos, donc en freinage d'urgence. Donc là, tous les paramètres de sécurité sont oubliés parce qu'on ne sait pas où on est quand on freine d'urgence. La moto est pile, le temps de mettre les pieds par terre et de se rendre compte on est encore en première, on est déséquilibré et puis la grosse moto on la retient pas. Voilà. Mais ça c'est pour les motos qui vont essentiellement doubler le peloton ou des choses comme ça. Et on la retient pas, elle tombe parce qu'on peut pas la retenir la moto. Hein. Les grosses motos on peut pas les retenir. Une fois qu'elles ont franchi un angle on peut plus les retenir. Il y a quand même dans ce qui s'est passé à Gand-Wevelgem et même lors des incidents qui ont lieu, qui ont été rappelés, on a parlé du Tour de France, on a parlé d'un certain nombre d'incidents qui se sont produits récemment. Il y a une contradiction, et j'aimerais que vous réagissiez là-dessus. D'une part, effectivement, on parle d'un certain nombre de points de règlement à améliorer, d'anomalies qui existent dans certaines courses, de manque de professionnalisme à droite, etc., etc. Mais là, on a affaire à quoi à Gand-Wevelgem? À un coureur d'expérience, connu, à une situation de course c'est une chute qui s'est produite, un motard qui ne pouvait probablement rien faire parce que ça tombe juste devant lui, même si on n'a pas beaucoup d'informations sur les circonstances. Il y a une enquête en cours. Il y a une enquête en cours, mais ne nous attardons pas seulement sur ce cas précis. J'ai quand même l'impression qu'à chaque fois, regardez les drames qu'il y a eu dans le vélo. Ce sont pas, souvent les coureurs disent attention, danger, attention, cette descente, danger. Mais souvent les drames qui viennent endeuiller une course cycliste ou une équipe se produisent à un moment où, sur une route qui n'est pas spécialement dangereuse. Il y a toujours cette contradiction-là. J'ai l'impression parfois qu'on raisonne sur des faits qui ne sont pas ceux qui ont réellement déclenché la tragédie. Samuel. Ouais, bah après, il y a eu d'autres accidents graves. Après, dans une tragédie, il y a toujours une part de malchance. Je crois que là, ce qui nous fait réagir et tirer la sonnette d'alarme, c'est qu'il y a eu un décès, malheureusement. Mais des accidents graves en course, il y en a quand même beaucoup. Et aussi, ce qu'on veut plus voir, c'est en fait que ce qui est fait pour notre sécurité et pour le spectacle et le déroulement de la course nuisent à notre sécurité. On veut plus voir des coureurs comme Jess Sargent l'année dernière se faire shooter par une voiture. On veut plus voir des Van Avermaet se faire shooter par des motos, des Sagan shooter par des motos, des Fuglsang shooter par des motos. Après, il y a quand même une réflexion à avoir autour de ça. Là, il y a c'est quel coureur de l'auto là aussi qui est tombé récemment, qui s'est cassé des vertèbres, je crois. Et voilà, bah vous cassez des vertèbres en vélo, la saison elle est terminée. Hein. Puis après, il faut encore revenir. Si vous êtes en fin de contrat, bah ça joue sur vos chances. Donc là, il y a un drame et c'est aussi pour faire en sorte qu'il y ait plus d'autres drames de ce genre, mais aussi que la course soit rendue plus limpide, plus claire et plus juste. Oui, Stig Brooks, dont tu parlais effectivement. Merci à Alexandre Mignot de nous rappeler l'identité de ce coureur. Je me fais vraiment l'avocat du diable. C'est pas du tout ce que d'ailleurs, j'ai ma petite idée, mais on s'en fiche. Mais est-ce que on n'est pas en train de refuser une certaine fatalité aussi dans ce sport? Un petit peu à l'image d'ailleurs de la société qui voudrait arriver à sécuritaire, oui. Tu veux dire, et qui accepte pas. Ouais. Marc, Non, moi je pense que c'est pas la bonne solution. Je suis fan de sport automobile. Il y a eu, je suis à fond la Formule 1. Il y a eu un décès l'année dernière et ça fait 25 ans qu'ils œuvrent pour la sécurité et ils n'ont pas accepté la fatalité. Et là, ils veulent encore, ils ont encore amélioré les châssis. Là, ça a peut-être au dernier Grand Prix permis de sauver Fernando Alonso. Là, ils sont en train de plancher pour qu'il y ait un halo au niveau de leur tête pour éviter la projection de déchets qu'il pourrait y avoir en cas d'impact. Et moi, je pense qu'il faut pas accepter la fatalité. On se rend bien compte que les courses, elles sont de plus en plus dangereuses et les routes de moins en moins adaptées.
Et justement, il faut adapter et renforcer la, la sécurité et l'organisation autour des coureurs. On peut pas dire ça, Patrick, sinon c'est la porte ouverte à n'importe On quoi. a parlé du poids des motos, on n'a pas parlé du poids des vélos. Ça fait partie aussi des sujets qui ont été évoqués. Marc Madiot l'a évoqué également. Est-ce que c'est pour toi, est-ce que c'est un vrai sujet de discussion en clair? Est-ce que la recherche de la légèreté à tout prix sur un vélo les rend beaucoup plus fragiles et vous rend par voie de conséquence beaucoup plus vulnérables? Je pense que c'est pas le poids du vélo qui pose problème, c'est sa matière, hein. C'est que le vélo, il est tout en carbone, même les boyaux, on les gonfle entre 7 et 8 bars. Il y a plus rien qui absorbe les chocs, le roulement, les aspérités qu'il y a sur la route. Les vélos, ils sont conçus pour être des baramines. Et c'est déjà des vélos il faut de l'expérience et il faut une condition physique pour pouvoir les utiliser. Et tout est fait pour l'aérodynamique en ligne droite. Et voilà, dès qu'il y a des perturbations, soit du sol, soit du vent latéral, ou quand on prend des virages, déjà les roues elles réagissent plus de la même manière. C'est ça qui est surtout problématique au niveau des vélos et pas au niveau du poids. Qu'est-ce qui va se passer maintenant après cet incident dans les rapports, dans les relations entre coureurs et motards? Marc, est-ce que tu redoutes justement l'exercice de ton métier forcément dans un climat difficile avec des craintes justifiées de la part des coureurs et avec beaucoup plus de responsabilités finalement sur les épaules des motards? Évidemment. Déjà l'année dernière, après la classique Saint-Sébastien, j'allais au Grand Prix de Plouay et je me suis vraiment posé la question. Je me suis dit, quand on va doubler le peloton, voilà, quelle va être la réaction mais naturelle des coureurs? C'est normal parce que eux, à part ceux qui nous connaissent, mais ils font pas la différence. Enfin, ils font dans le contexte, ils en ont ras-le-bol de voir tout ça. Donc les motos qui doublent, les machins, que ça soit la garde, que ça soit les photos, que ça soit autre chose, ça finit par les insupporter. Et là, dimanche qui vient, donc je vais au Tour des Flandres. C'est pas une course facile. Ça n'a jamais été une course facile pour les coureurs comme pour les skippers. Mais évidemment que je vais encore plus redoubler de prudence. Mais alors, c'est à double tranchant. Ça veut dire que ça met aussi de la pression. Alors là, on va s'appuyer sur l'expérience. Mais j'imagine que les motards qui n'ont pas... et l'expérience ne fait pas tout, hein, attention. Hein. Mais les motards qui ont un peu moins d'expérience, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué parce que les coureurs français nous connaissent, hein, grosso modo, quelques étrangers aussi, mais il y en a beaucoup d'autres qui ne nous connaissent pas et c'est normal qu'ils soient tendus. Et il va falloir faire encore plus attention. Et j'y vais pas avec l'esprit très serein parce que ça va être compliqué. C'est la pagaille quand même le Tour des Flandres, Marc. En tout cas, à l'image télé, souvent ce qu'on voit, c'est beaucoup de motards presse qui entourent toujours évidemment l'échappée. Ça semble non, un petit peu moins parce que sur le Tour des Flandres, maintenant on a effectivement quelques endroits bien stratégiques où on peut effectivement faire des photos à pied, entre autres. Mais on arrive maintenant sur les motos photographes, c'est quand même sur ces courses-là, le Tour des Flandres, Tour de France, les un peu plus grandes courses, on arrive quand même à mieux gérer. Alors oui, vous voyez des motos, mais c'est pas nécessairement les motos photographes. Hein. Bien que là, j'en ai vu une à la panne à la retransmission d'aujourd'hui. Je le connais. Alors ça peut m'arriver aussi, mais c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. On voit il y a des motos des fois qui nous. Voilà. Et ce qu'il faut dire, c'est quand même qu'il y a des motos. Alors, ce que vous voyez, évidemment, c'est ce qui passe à la télé. C'est pas la généralité. Après, pour éviter de passer à la télé, il y a des motos à certains moments qui n'ont pas à être là.
Ça, faut que certains motards, et que dans toutes les corporations, hein, que ce soit l'info, que ce soit, il y a des moments, il faut se laisser, comme on a appris avec la garde républicaine, une bulle de sécurité. Ça veut dire qu'à un moment donné, on doit prendre l'air, on doit s'écarter. Si on n'a pas à travailler, on doit s'écarter du peloton. Il y en a qui n'ont pas encore compris que s'ils travaillent pas à ce moment-là, il faut qu'ils s'écartent, il faut qu'ils prennent du champ, parce que justement, les coureurs ils n'ont pas besoin de nous pour tomber, les coureurs. Hein, ça. Est-ce que tu redoutes, Marc, que suite à ces incidents et donc cet incident mortel, par exemple, ASO prenne des mesures encore plus draconiennes envers les motos? C'est déjà le cas depuis quelques années, par exemple, il y a des motards historiques et puis des photographes historiques qui sont obligés de partager, de faire un jour sur deux sur une moto. Donc il semblerait que sur le Tour, par exemple, il y ait une diminution. Est-ce que tu penses ou est-ce que tu crains que l'on aille plus loin? Non, enfin, des mesures, il va y en avoir d'autres. Elles sont pas spécialement plus drastiques. Effectivement, il y a des motos des photographes qui font doublon. C'était pour réduire. Donc oui, ça a réduit au niveau de la photo, les motos. Après, pour des raisons économiques, il y aura encore 2 motos de moins, motophotographes sur le Tour. Pour des raisons économiques, tu as dit? Oui, liées au contexte actuel. Hein, donc rien à voir avec la sécurité? Non, rien à voir avec la sécurité. J'ai entendu dire, donc voilà, à confirmer, mais c'est apparemment ce qui va se passer. Donc voilà. Alors effectivement, toutes les veilles de course, on a des réunions, hein, comme je pense les directeurs sportifs aussi. Et samedi, par exemple, à 17h, on a une réunion des motards pour le Tour des Flandres, motards télé, motards photo. Et voilà, dans cette réunion aussi, je la crains parce que voilà, c'est toujours le même discours. Faites attention, nanana. Si vous faites une erreur, vous faites pas la course de la semaine d'après. Mais ok, mais ça on le sait, quoi. Je veux dire, à un moment donné, ce discours, on l'entend tous les week-ends. Mais c'est un discours général. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui est fait avant? Qu'est-ce qu'on fait pour réduire les risques? Voilà, la question elle est posée. Comment on fait? Comment on opère? Est-ce qu'on s'est réunis? Est-ce qu'on a entendu tout le monde? Ouais, faites pas d'erreur. Bah ouais, mais faites pas d'erreur. Je suis désolé. On en a parlé. On est sur quand même ce qu'on appelle une habileté sportive ouverte. Les dangers viennent de partout. Hein. Donc, Et vous, les coureurs, justement, Sam, est-ce que vous allez franchement en parler? Tout à l'heure, il y avait un commentaire comme ça d'Émilie Drouet qui disait que les coureurs n'étaient pas entendus, quoi, contrairement à la Formule 1. Ouais, bah, c'est un peu récurrent dans le sport cycliste. Hein. Est-ce que vous n'êtes pas entendu ou est-ce que vous n'avez pas les moyens de vous faire entendre? Parce que les pilotes de Formule 1, ils sont bien organisés. Depuis d'ailleurs un certain nombre de drames, il faut rappeler quand même que dans les années 70, un pilote sur 2 trouvait la mort en Formule 1. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est beaucoup plus sécurisé, sur une population quand même beaucoup moins importante, évidemment, que dans une course de vélo. Mais ils ont su aussi s'organiser pour faire pression sur un lobby des constructeurs qui était quand même autrement plus puissant que tous les lobbies qu'on peut imaginer dans le vélo. Ouais, c'est juste, Patrick. De toute façon, ça fait longtemps, moi, depuis que je pratique ce métier, qu'il n'y a jamais eu d'unité universelle entre les coureurs. Voilà, il y a un problème de culture. C'est vrai qu'il y a le français un peu gueulard. Après, il y a les latins qui sont un peu avec les français. Puis il y a les anglo-saxons. Après, il y a ceux de l'Est. Et on n'est jamais arrivé à avoir une vraie cohésion et une vraie parole. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de sujets et de problématiques qui sont élisées et qui sont toujours présentes. C'est sûr qu'il y aurait aussi quelque chose à revoir. Malgré tout, je pense qu'en ce moment, ça s'améliore quand même. Il y a avec Gianni Bugno qui est au CPA, qui est le syndicat international des coureurs. Il a quand même une voix qui porte et même les instances ont quand même conscience qu'il faut qu'on écoute les coureurs. Mais voilà, nous, je pensais aussi, les coureurs, on n'est pas exempt de tout reproche. Après, Marc, il dit, ouais, avant chaque course, on fait une réunion. C'est comme à chaque fois qu'on monte dans l'avion, on nous montre les consignes de sécurité. Ça nous gonfle, mais qu'est-ce qu'on peut réellement faire de plus? Moi, j'étais en train de penser, pourquoi pas, une fois que les directeurs sportifs, ils ont fait leur réunion d'avant-course, bon, ils leur repassent des consignes. Pourquoi pas, à chaque fois qu'ils viennent te donner le dossard, là, comme ça, là,
la veille de la course, ils te redisent n'oubliez pas, il y a les motos qui doublent, laissez-les passer parce que ça se perd quand même dans le peloton. Hein. C'est Voilà, ce que on Florent klaxonne, Ligné souligne d'une certaine façon, puisqu'il est en train de nous dire il y a aussi une différence d'une génération à une autre. On n'a pas les mêmes attentes à 22 ans et à 32 ans. On n'a pas non plus forcément les mêmes valeurs et le même respect pour tous ceux qui essayent d'organiser au mieux la course. Quoi. Ça rejoint un petit peu ce que tu dis. Ah ouais, oui, exactement. C'est une question de valeur. Hein. C'est un peu une question de génération. Voilà, ça évolue. Mais pourquoi pas justement pour sensibiliser ces jeunes, parce que bon, avec l'expérience, on a conscience que c'est important de laisser le travailler les personnes qui sont autour de nous à moto ou en voiture. Voilà, parce que le directeur sportif la veille dans la chambre, ils disent n'oubliez pas les gars, c'est important, c'est pour vous, ça facilitera les choses. Et pourquoi pas aussi quand on est au départ, qu'on est tous sur la ligne, un petit mot pendant 15-20 secondes en français et en anglais ou selon l'origine De la course. du pays où la course elle se déroule, de remettre un petit message, ça refait un petit rappel. Ça peut paraître inutile et rébarbatif, mais ça fait quand même son chemin dans l'inconscient, et quand on entendra un klaxon dans le peloton, ça peut peut-être aussi aider à ce que les choses elles se passent avec plus de fluidité. Écoutez, il va falloir qu'on conclue, parce que sinon on va être hors format dans ce TVLops et on ne pourra pas le mettre en ligne. Mais je voulais vous remercier. Cette discussion pourrait s'éterniser. On aurait sûrement aussi beaucoup de remarques. J'ai pas fait beaucoup d'écho de certaines remarques qui nous ont été faites. Franck qui nous disait il y a peut-être à revoir, peut-être pas le nombre de motos ou le nombre de véhicules qui sont là pour organiser, pour sécuriser une course, mais peut-être un peu moins d'invités VIP. Il y a un contexte économique qui ne facilite pas les choses. Les arrivées en centre-ville qui ne sont pas si simples, nous dit Zimzoom. Le bruit des hélicos qui parfois, justement, comme les oreillettes, peut venir perturber un petit peu la concentration. C'est Serge Raoul qui nous disait ça. Et puis la visibilité réduite dont on a parlé. Émilie soulignait également ce point très important avec ces panneaux publicitaires parfois sur les véhicules ou des véhicules eux-mêmes beaucoup trop imposants. Moi, je voudrais juste apporter une autre conclusion. Tout à l'heure, je me faisais effectivement l'avocat du diable en disant que les accidents n'étaient pas forcément liés à un manque de professionnalisme sur le moment, sur l'accident, et je prenais en référence justement ce qui s'est passé à Gand-Wevelgem. J'ai le souvenir sur le Tour de France, c'était pas du tout à l'échelon course, mais c'était au niveau de la caravane publicitaire. Il y avait eu un accident dramatique, c'était justement dans les années 2000. Un enfant avait trouvé la mort. Et le pilote qui pilotait la voiture à l'origine de cet accident était un pilote professionnel qui ne roulait pas vite. Et pourtant, donc, en soi, on ne pouvait pas lui reprocher quoi que ce soit à lui. Il y avait sûrement une grosse part de fatalité, et pourtant, ça a complètement changé. Cet accident a complètement changé l'attitude de tous les suiveurs, dans leur grande majorité. Et aujourd'hui, on ne roule plus du tout de la même façon sur le Tour de France que lorsque j'ai commencé dans ce métier dans les années 90. Donc, tout ça pour apporter de l'eau à ton moulin, Sam, en disant, tu as vu un peu le mauvais jeu de mots, en disant que, justement, eh bien, c'est vrai, et tu as raison de le défendre, c'est vrai que parfois, il ne faut pas s'attacher à l'incident lui-même, mais s'en servir pour que, même si c'est la fatalité qui est responsable de la mort d'Antoine Demoitier, eh bien, que sa mort serve à quelque chose et serve à tout le monde. Donc, voilà, c'était ma petite conclusion à 2 balles qui ouvrira sûrement aussi d'autres débats à venir, on l'espère, au niveau des instances internationales, celles qui, bien sûr, concernent les coureurs avec le CPA, mais aussi, bien sûr, les organisateurs à travers l'AIOC, l'Union cycliste internationale, qu'il ne faut pas oublier, évidemment. Merci d'avoir été en notre compagnie, d'avoir pris un petit peu de temps. Et puis, j'espère que tous ceux qui nous ont écoutés et qui nous écouteront en replay, eh bien, ils trouveront, bien sûr, quelques infos intéressantes. À très bientôt, Sam. Sam, c'est quoi ta prochaine course? C'est demain, c'est ça? Voilà, demain, Dossard numéro 25, là, route à Delhi de Vitré, et ensuite Camembert et Circuit de la Sarthe, et puis pas mal de Coupe de France. Bon, retrouve-nous un moral de vainqueur. On espère te revoir très vite. Les bras levés. Marc, ta prochaine course comme motard, on a cru comprendre que c'est le Tour des Flandres. Tour des Flandres, oui, effectivement, Tour des Flandres. Eh bien, on espère que ça se passera très bien et qu'on pourra parler très vite de vélo à nouveau et du vélo qui nous fait plaisir sur TVLops et sur les Vélops CD. Les Vélops CD, rendez-vous tous les lundis soirs à 22h. Merci Pierre d'avoir été en notre compagnie. Bonsoir. Bonsoir à tous. À très bientôt. Bonsoir. Salut.